Le directeur de production, en gros, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est monétaire, donc il est en lien direct avec le producteur. Il s'occupe de tout ce qui est bon, budget. Ensuite, tout l'argent qui sort du compte de dépenses doit avoir un bon de commande lié avec ça ou des factures pour pouvoir faire bon, approuver c'est quoi pourquoi qu'on a utilisé cet argent-là sur ces projets-là. C'est pas des commandites qui sont reliées tout à fait au film, mais c'est plus des commandites qui sont reliées bon, pour accommoder les personnes qui travaillent sur le plateau. Donc, c'était beaucoup des commandites de nourriture qu'on a eu, par exemple. On a eu des commandites Subway ou d'eau. Puis sinon, ça a été une commandite. On a eu une commandite en partenariat avec Saint-Hubert. Ça, c'était une commandite qui était vraiment reliée au film parce qu'on a tourné dans le Saint-Hubert. Et bon, c'est peut-être la seule commandite qu'on voit vraiment dans le film qui est utile pour le film. 4 partie 2 sur un deuxième. Action! Le but que je visais quand j'ai écrit le scénario, c'était d'abord de faire une bonne histoire. Mais c'est sûr que j'avais en arrière de la tête de dénoncer une situation que je trouve inacceptable. Il y a encore beaucoup de femmes qui subissent les violences des hommes sans vraiment de raison. Donc, plus on va le montrer, plus les femmes vont oser dénoncer les mauvais traitements qu'ils subissent. C'est une femme qui rencontre par hasard un homme. Ils sortent, ils tombent amoureux. Au bout de quelques temps, à peu près un mois, il lui demande de rester avec elle. Elle ne sait pas trop si ça devrait s'embarquer. Elle décide de s'embarquer. Finalement, elle n'aurait pas dû parce qu'il est possessif, il est agressif. L'histoire vient en partie de mon imagination, puis une partie non. C'est sûr que c'est des situations, c'est de la fiction, c'est des situations que j'ai pensées, que j'ai mises en scène par écrit, mais c'est inspiré de trucs que j'ai vus, des reportages que j'ai vus à la télé, un film, entre autres, que j'ai vu, que des amis à moi ont fait, que j'ai vu sur Internet, qui m'ont touché, qui m'ont donné le goût d'écrire quelque chose là-dessus. Sur l'aspect créatif, j'ai voulu, commence à faire un film assez trash, avec des plans plutôt rapides, beaucoup de gros plans, se tenir proche des personnages, comprendre la tension qu'il y a entre les deux. Et puis mettre beaucoup de contraste au niveau de l'éclairage également. Je crois qu'il va y avoir une scène qui va être assez dure, en fait deux, mais c'est une gradation dans le cycle de la violence. Hein. La violence conjugale, c'est vraiment une gradation, ça s'échelonne sur 8 à 9 mois. Et évidemment, plus on se rapproche des scènes de la fin, plus tout le monde, je pense, sur le plateau va être pas mal secoué. Ouais. On m'a donné l'étiquette de réalisateur d'œuvres dramatiques parce que, dans les scénarios que j'avais à choisir, les mieux construits étaient surtout des drames. Mais de deux, c'est que j'aime mieux aussi travailler les drames que les comédies. La comédie, c'est toujours plus technique. La façon de construire un gag est toujours la même, tandis que la façon de jouer avec les émotions des personnages via les acteurs, ça nous donne plus de latitude au niveau de la création. Je ne vais jamais m'asseoir pour faire tout le découpage d'un coup. Je vois des scènes, je vois des trucs, là, je visite des lieux de tournage. Bon, après, on met des trucs sur papier. Mais c'est sûr que quand on arrive à la journée du tournage, là, on tourne avec des acteurs. Donc, c'est des êtres humains, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas des images de synthèse. Et donc, on venait probablement en client changer le découpage. Aussi, le soleil. Tout à l'heure, on a changé le découpage de toute une scène parce que le soleil n'était pas au même endroit que prévu. Pour effectuer l'horaire de tournage du plan de travail, j'ai dû regrouper les éléments clés du scénario. Donc, faire plusieurs lectures de chaque version et différencier par les lieux de tournage, les jours, nuits, les autres pour les différents éclairages et aussi par présence de comédiens. L'horaire du plan de travail lors du tournage s'est bien déroulé. Il y a quelques scènes qui ont été un petit peu plus longues que prévu. Exemple, la scène du déjeuner avec les croissants. La mise en scène avait tout été préparée, mais un coup qui frappait les croissants, il ne revolait pas exactement où ce que c'était prévu, étant donné que c'est un objet puis on ne peut pas vraiment déterminer où ça va aboutir. Fait que ça avait été un petit peu plus long, mais ça allait été plus vite pour d'autres scènes, heureusement. Donc, la dernière journée, on a pu finir à l'heure prévue. Un des plus grands défis que j'ai dû surmonter sur le plateau, c'était d'assurer que tout le monde était à son poste quand que le réal et la DOP étaient prêts à tourner.
Quand on criait moteur, soit qu'il aurait pu manquer un comédien ou le perchiste n'était pas à son poste ou bien le costume n'avait pas été changé. C'était vraiment de s'assurer que tout le monde était là et prêt à tourner quand le DOP et le réal étaient prêts. Le travail dans un champ extérieur consiste principalement à trouver les lieux de tournage en fonction des exigences du scénario et du réalisateur et ensuite faire affaire avec les propriétaires ou les autorités pour obtenir les permis et autorisations pour tourner dans ces lieux et se stationner. Les lieux ne reflètent pas nécessairement ce qui était dans le scénario préalablement. Oui, ça ressemble quand même dans le sens que c'était un loft qu'on avait besoin, on a un loft, mais c'était peut-être pas nécessairement ce qu'il y avait en tête au début quand on écrit le scénario. On avait l'idée d'un café, puis finalement on va tourner dans un Saint-Hubert. C'est quand même semblable, mais c'est pas nécessairement là, pointu exactement ce qu'il y avait dans le scénario. Il a fallu y aller avec ce qu'on pouvait. Extérioriser mes idées a été une épreuve assez difficile au départ parce que j'avais de la misère à mettre des mots sur les images que j'avais en tête. J'ai essayé de trouver des images, des photos sur Internet, mais je trouvais rien qui vraiment imageait justement ce que j'avais en tête. À un moment donné, on s'est mis à discuter avec la régie extérieure, avec le réalisateur pour mettre nos idées en commun. Puis on a trouvé un terrain d'entente, si je peux dire. Puis on a réussi à s'exprimer chacun sur ce qu'on voulait. La régie extérieure, c'est la personne qui va trouver les lieux, donc moi, je dois m'adapter à ce qu'elle va trouver. J'ai pris les accessoires qu'il y avait sur place, j'ai habillé les bureaux, les étagères, les meubles. On a aussi monté le sapin pour les séquences de Noël. J'ai dû m'occuper aussi des ordinateurs, des séquences d'ordinateurs dans le film. Choisir ce qu'on verrait, faire attention à ce qu'on ne voit pas trop, qu'on ne fasse pas trop de publicité gratuite non plus. C'est pas mal ça, en gros, qui a été ma job sur le plateau. Les accessoires ne sont pas tous écrits dans le scénario. Il faut que je fouille assez en profondeur avec le réalisateur, avec la directrice artistique pour pouvoir trouver les accessoires autres que ceux qui sont marqués pour bien meubler l'image. C'est moi qui apporte tous les accessoires que les comédiens et comédiennes manipulent lors de l'action. J'apporte beaucoup d'idées au réalisateur, des photos, des objets que moi je possède peut-être déjà. Et c'est avec le réalisateur qu'on décide qu'est-ce qu'on va utiliser pour les scènes. Je pense qu'on a assez un libre choix sur l'emplacement du produit. C'est sûr que le réalisateur a son mot à dire là-dessus, sur la façon dont il va être présenté. Mais à part de ça, on a beaucoup de... On peut avoir l'initiative de le placer tant qu'on le voit bien à l'écran. Pour organiser une audition, il faut tout d'abord, là, il y a le réalisateur qui effectue sa sélection par rapport au casting qu'on lui soumet. Ensuite, on appelle chacun des 10 candidats, dans notre cas, là, on appelle ceux que le réalisateur préfère. Ensuite, on se met en banque des noms, indiquant s'il y avait les comédiens qu'on a premièrement choisis dans notre première sélection qui ne pouvaient pas parce qu'on voulait en accueillir 10. Premièrement, on a choisi la comédienne. C'est la première chose qu'on a fait. On a fait les entrevues avec les femmes. On cherchait des caractéristiques physiques qu'on avait d'abord trouvées en casting. Pour ce qui est des auditions, on cherchait aussi... c'est de rendre le texte, je vous dirais. On s'inspire, on a une intuition par rapport à une photo. Après ça, on nous rend bien le texte. C'était celle qu'on voyait dans le rôle après avoir fait une bonne discussion de groupe là, avec toute l'équipe de casting. Pour ce qui est du comédien, mais on a choisi par la suite parce qu'on a fait passer en audition avec la comédienne. Donc, c'était la chimie qui s'installait entre les deux, ce qui allait être le meilleur, en discutant avec la comédienne toujours aussi pour qu'elle se sente à l'aise à effectuer les scènes avec le comédien. Élie, c'était vraiment une fille amoureuse, intense, parce que je me suis questionnée beaucoup sur pourquoi ces filles-là restent. Donc, c'est pour ça que je disais que Alex était charmant, attachant, parce que c'est toujours cette ambivalence-là, en fait, qui vient jouer dans le fait de rester. À un moment donné, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte, mais... Alex, c'est un jeune homme étudiant en cinéma. Charmant, Oui. attachant.
Sensible. Sensible aussi. Ouais. Puis je pense que justement le drame d'Alex provient de cette sensibilité-là, justement, cette hypersensibilité-là. Je voulais pas montrer un Alex chien sale, tout simplement, tu sais, parce c'est sûr qu'on a tous tendance à voir un batteur d'enfants comme un écœurant, Oui. tu sais. Mais c'est aussi un être humain, puis même chose pour la fille qui vit avec. Je veux dire, oui, c'est une victime, mais elle a, jusqu'à un certain point, le pouvoir de changer les choses. Là, Oui. aussi. Depuis le début, vous ne l'aimez pas. Depuis que j'ai emménagé avec lui, c'est pire. Ouvre les yeux, Ellie. Alex te tient en captivité. Depuis que tu l'as rencontré, tu parles plus à personne. Il m'avait prévenu que vous essaieriez de me monter contre lui. Mais tu diras aux autres que je suis enfin heureuse, puis que vous soyez ou non dans ma vie, ça changera absolument rien. Votre jalousie, j'en ai pas de besoin. Catherine, c'est une fille de 25 ans, une fille qui a une amie d'enfance, Ellie, parce que la comédienne qui fait le personnage, c'est Élise. C'est une fille de bureau qui est très, très proche de Ellie. Et elle voit que son amie est en difficulté avec une relation amoureuse. Elle voit qu'elle peut peut-être avoir de la violence, ça peut peut-être être un danger. Alors elle, c'est la fille qui a toujours été là pour elle, qui la supporte, qui lui dit les vraies choses, qui lui dit « OK, fais attention, je pense qu'il y a un danger ». Puis normalement, son amie, elle écoute pas mal. Mais là, je pense que la relation amoureuse est plus forte que l'amie. Le look qu'on a choisi avec la directrice artistique et moi, c'est un look un peu ordinaire, un peu vie de tous les jours. Il n'y a rien de... Ça se passe dans le temps d'aujourd'hui, des gens, des jeunes un peu comme nous, un étudiant en cinéma, puis il y en a une autre qui travaille dans un bureau. Donc, puis ça se passe à la maison surtout, la plupart des scènes. Donc, c'est des scènes qui doivent être habillés comme les gens toujours. Fait que c'était assez facile de jouer avec ça. Mais pour les films dramatiques, surtout à tendance violente, c'est sûr que ça prend des cours spécialisés parce que tu peux pas inventer un bleu comme ça ou n'importe quoi, de faire couler des larmes ou d'accentuer les scènes sans avoir pris nécessairement de cours. Parce qu'il faut que tu arrives avec les couleurs justes, qui sortent exactement la couleur que tu veux à la caméra, mélangée avec l'éclairage, de jour, de nuit, de soir. Ça prend l'œil aussi, parce qu'il faut que tu y ailles avec ta logique. C'est pas juste de prendre un cours puis de le faire par toi-même. Il faut que tu le visualises, il faut que tu t'arrives au plus proche de la réalité. Ça va? OK. Donc, dans mise en place. On a eu une dizaine de personnes qui sont venues figurer au cours de la journée, de différents groupes d'âge. En avant-midi, on avait besoin de gens dans un resto-bar et l'après-midi au parc. Donc, il y avait des enfants. Moi, je respecte beaucoup la bulle qui se sont créées, les comédiens. C'est important de les laisser dans leur intimité. Donc, je communique avec eux quand c'est nécessaire. Puis toute communication qu'ils ont à faire avec qui que ce soit passe par moi sur ce projet-là. S'il y a un problème à quelque niveau, ils viennent en parler, au niveau de l'horaire, quoi que ce soit, ou ils en parlent au réalisateur. On essaye de ne pas attraper le gris avec ça risque de me donner une autre couleur. Le rôle du directeur de la photographie est principalement de s'occuper de l'éclairage et du cadrage. Mais c'est pas aussi simple que ça. Là. Il faut qu'il tienne compte du découpage technique, de l'histoire et puis aussi des demandes de la réalisation. Et puis moi, mon rôle, c'est un peu l'homme à tout faire du DOP. Charger les batteries, avoir des cassettes prêtes, les objectifs, quel objectif qui peut être utilisé, les filtres, avoir tout le temps tout prêt et être prêt à opérer. Alors, la couleur qu'on a essayé de donner au projet, en fait, c'est d'avoir une caméra très organique. C'est-à-dire qu'avec un début serein, une caméra plus en témoignage, en témoin de ça. Et plus l'histoire avançait, plus on se rendait compte que le personnage féminin était sous l'emprise d'un
type un peu fou. Alors là, la caméra devenait plus frénétique et restait plus près de la comédienne. L'emplacement de l'éclairage, c'est un défi la plupart du temps, surtout quand on travaille en location, c'est-à-dire dans des endroits qui sont comme des appartements, des lieux qui sont déjà habités par des gens. C'est souvent exigu et là, il faut toujours planifier. C'est pour ça qu'on fait des visites techniques avant de tourner où on mesure et on planifie quel genre d'éclairage on peut utiliser pour un espace comme ça. Dans le cas de Ouvre tes yeux, le film qu'on vient de faire, ça n'a pas été trop pire parce que la location était assez vaste, était très, très plaisante à ce niveau-là. Notre principale tâche, c'est d'installer puis d'ajuster les équipements machines puis les équipements éclairage. Oui, principalement, c'est monter l'éclairage, vérifier que la sécurité est bonne, qu'il n'y a pas de fil qui traîne, parce que sinon, s'il y a un fil qui traîne bord en bord d'une porte, le personnage peut arriver puis s'enverger, puis c'est nous qu'on chiale, là, on tape ses doigts, et vérifier que l'image est clean. Qu'il n'y a pas de fil. Dans le fond, c'est notre responsabilité, on travaille sous les directives de notre DOP puis notre réalisateur, donc... On a une DOP extraordinaire qui est capable de communiquer avec nous. Et Stéphane, il est quand même assez ouvert d'esprit. Surtout qu'elle, Edith, elle est tout le temps avec le réalisateur Stéphane. Et ensuite, les deux ensemble, ils fusionnent quasiment ensemble leurs idées pour après ça, nous les partager et ensuite les mettre en pratique, là. Ma fonction, c'est d'être l'oreille de la caméra. La caméra, c'est les yeux et le son, c'est les oreilles. Donc, c'est toujours d'avoir un bon son, d'équilibrer le son à chaque scène, sur chaque cassette, de limiter aussi les sons fatigants qu'on va entendre en arrière, prendre le plus de sons d'ambiance, des choses comme ça. On a utilisé des micro-cravates, puis ce qui était le plus complexe, c'est vraiment de trouver un bon endroit pour pas que ça frotte. Puis ça, c'est souvent arrivé. C'est des petites choses comme ça qui rendent la chose un peu complexe. La partie que je trouve intéressante de ce métier-là, c'est le fait que tu sois un peu tout seul dans ton équipe, tout seul ou une très petite équipe, alors tout le monde sait ce qu'il y a à faire et puis c'est un peu l'équipe qui est à part. Ça, c'est bien parce que tu as tes choses à faire, t'as rien à voir avec l'image, fait que c'est un peu plus facile dans le sens où t'as juste ça à faire, t'occuper du son, et puis t'es toujours le dernier arrivé. Tout le monde a travaillé, tout le monde a fait son affaire. Et puis après, t'arrives, après que tout le monde a fait son travail, et puis t'essaies de te trouver un trou vitré, puis de te cacher pour que personne ne te voie, et puis c'est ça. L'organisation pour la régie plateau en pré-production consiste à, premièrement, faire la liste d'équipements de régie, faire les soumissions, d'envoyer ça aux fournisseurs. Ensuite de ça, je dois faire approuver ça par le directeur de production. Ensuite de ça, faire les bons de commande, faire les fax, le suivi de tout ça en fait. La sécurité sur le plateau est effectivement un élément important et oui, c'est moi qui s'en occupe en ce sens que quand on arrive avec le truck, première des choses, c'est les cônes qu'on doit placer à l'arrière du camion, autant sur le côté qu'en avant. Ensuite de ça, la sécurité sur le plateau même, ça prend un inspecteur pour le feu. Ça prend également une trousse de premiers soins. Et si jamais il y a quelque chose, au moins, on a ça en attendant. Je dois arriver la première pour préparer, premièrement, la cantine pour mon cher réalisateur qui doit avoir son café le matin. Donc, je dois préparer le café, la cantine et tout ça. C'est important aussi parce que je dois comme déloader le camion pour préparer le terrain, le plateau. Je dois aussi veiller au stationnement des camions qui sont au bon endroit. Je dois placer les cônes, tout ça. En gros, c'est ça. C'est ça ma job. Le rapport de continuité doit être rempli très minutieusement
parce que c'est extrêmement important pour savoir tout ce qui s'est passé. Je devais prendre des photos pour pouvoir aider la costumière, le costumier, la coiffeuse, tout ça. Donc ça, c'est des choses très importantes que la scribe doit regarder. Par exemple, la comédienne peut mettre ses cheveux en arrière de son oreille, sauf que la prise d'avant, qui est en continuité directe, elle avait les cheveux à l'extérieur collés sur son visage. Donc ça, c'est très important à regarder. Les monteurs ont besoin d'avoir les time codes pour savoir OK, où est-ce que j'avance la cassette pour numériser cette portion-là. Donc, c'est très important. Sans ça, ça peut prendre beaucoup de temps pour les monteurs, là. Bon, fini. Raccourcis-les qu'on les voit. Le monteur s'entoure de la script parce qu'on a besoin des rapports de continuité pour faire les raccords quand on fait le montage. Puis c'est sûr qu'on s'entoure aussi du réalisateur parce que à chaque coupe, le réalisateur doit donner son accord pour qu'on puisse continuer à faire les autres coupes suivantes. Le rôle du monteur, c'est celui qui donne un sens à l'histoire. C'est sûr, selon la vision du réalisateur aussi. Puis, en fait, s'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de film. Les différentes étapes à suivre pour un bon montage, il faut tout d'abord numériser. On numérise à partir des rapports de la script parce qu'on prend toutes les prises qu'on a faites. Mais pour numériser, on prend juste celles qui sont bonnes. Après ça, on fait un bout à bout avec les claquettes et les coupés. Puis après ça, on est prêt à faire le montage.